Bonjour, bienvenue à la 4e session de Paris J'écris, qui sera dédiée aujourd'hui à la transmission des émotions au lecteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thibaut Malfoy, je suis écrivain et j'anime une formation à la création littéraire qui s'appelle Écrire et qui a pour ambition d'apprendre aux apprentis écrivains à écrire leur premier roman. Et cet apprentissage dure 1 mois. Je vais partir de cette citation de Charles Dantzig qui dit qu'on peut écrire avec du sentiment qu'on éprouve, mais la littérature réussie est de la sensation qu'on transmet. Puisque la littérature, le livre, c'est un vecteur d'émotion, de pensée, et le livre n'est réussi que si ces émotions, ces pensées sont transmises et reçues par le lecteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ce meet-up est le vôtre, donc profitez-en. Et de toute manière, à la fin, il y aura un temps de questions-réponses. Pour moi, le livre, c'est vraiment une interface émotionnelle entre l'auteur et le lecteur. Et c'est un peu cette zone d'interférence entre les deux qui donne du sens et qui permet la transmission d'émotions. C'est pour ça que Sartre dit qu'il n'y a d'art que pour et par autrui. Ça ne veut pas dire que le lecteur, il faut deviner par avance ce qu'il veut lire, puisqu'en général, les lecteurs ne savent pas ce qu'ils veulent lire, mais prendre en considération le lecteur et se demander l'émotion que je ressens, comment faire en sorte pour qu'il la ressente également. Et comment réduire le bruit dans cette transmission de signal pour que toutes les finesses que vous ressentez soient reçues également par le lecteur. Quand on veut comprendre en tant que lecteur comment ça marche pour ensuite devenir écrivain, c'est assez compliqué, puisque il y a très peu de documentation sur la question, et on est obligé, on est contraint de procéder à ce que j'appelle de la rétro-ingénierie littéraire. Le reverse engineering, pour ceux qui connaissent, c'est en gros comprendre comment fonctionne un objet manufacturé, le désosser, le démonter pour voir les rouages à l'intérieur et pouvoir du coup reproduire ce que l'on a compris de ce fonctionnement interne. Et en littérature, c'est un peu compliqué puisque les écrivains sont les derniers à vouloir laisser le capot ouvert pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Puisque moi-même étant écrivain, une fois un livre fini, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de le rouvrir pour montrer le moteur. Edgar Allan Poe a écrit un essai très intéressant qui s'appelle Méthode de composition, dans lequel il essaye de montrer comment il a écrit son célèbre poème narratif Le Corbeau. Et dans cet essai, il regrette le fait que les écrivains soient assez discrets sur leurs intentions à l'origine de leurs œuvres et sur la manière qu'ils ont de les écrire. Et à cela, il voit deux raisons principales. D'une part, la vanité, et d'autre part, cette incapacité qu'on a, une fois le livre écrit, à retrouver le chemin emprunté pour l'écrire. D'une part, la vanité, c'est celle qui consiste à faire accroire au lecteur que la création littéraire procède d'une sorte d'épiphanie, de transe ou d'extase, ce qui, moi, m'agace assez comme conception de la littérature, puisque ça revient à dire que la littérature, c'est de la magie, et ça revient à dire que l'écrivain, c'est une sorte de médium qui, comme ça, une sorte de relation privilégiée avec le monde, et qui permet de servir d'intercesseur entre le commun des mortels et une réalité transcendante. C'est en fait croire aux muses. Les muses, c'est ça, c'est comme ça une inspiration qui tombe sur la tête de l'écrivain par l'action d'une grâce divine.
et l'écrivain est un écrivain de droit divin. Ce qui, moi, me parle pas du tout comme conception de l'écriture. Et l'autre raison pour laquelle les écrivains sont assez discrets sur la manière d'écrire, c'est qu'ils ne veulent pas se replonger dans les souffrances qui ont amené à l'écriture de leurs ouvrages. Puisque, voilà, une fois fini, on ne sait plus. On oublie les successions quasi infinies de retouches, de corrections, de retours incessants en arrière qui permet d'arriver au résultat final qu'on souhaite le plus proche de la perfection. Alors qu'au départ, c'était une sorte de magma informe de mots, de sensations, d'idées. Et par comme ça, retouches successives, on arrive à une forme qui se rapproche d'un idéal. Donc, de ces deux phénomènes, il se trouve que les écrivains débutants ou les aspirants écrivains ont assez peu de documentation pour aider leur propre projet d'écriture. Et il faut qu'ils se prennent par la main et découvrent tout eux-mêmes, soit en lisant énormément et en essayant de décrypter ce qu'ils lisent. Ça vient quand on fait l'effort de cette gymnastique intellectuelle qui est pour chaque livre, pour chaque ligne, essayer de comprendre l'effet, déjà ce que vous ressentez et comment cet effet est produit sur votre sensibilité, ce qui n'est pas forcément la démarche qu'on a quand on lit. On peut lire pour le divertissement simple ou sans forcément avoir cette démarche très cérébrale. Et sinon, trouver quelques écrivains qui sont très analytiques dans leur démarche, comme Julien Gracq, qui est très intéressant, Jean Cocteau, Chadancy, qui ont tous une approche de l'esthétique littéraire et qui sont des écrivains précieux parce que ça permet justement une transmission d'une génération à une autre d'un savoir acquis. Même si chaque livre est un cas particulier, il y a quand même des réflexes à avoir, à travailler. De sorte que, pour en revenir à Edgar Allan Poe, dans sa méthode de composition, il promet au lecteur: je vais vous expliquer comment ça marche la littérature, je vais vous montrer comment j'ai pu écrire ce chef-d'œuvre qui est Le Corbeau. Il le dit pas en ces mots, mais presque. Et j'ai beaucoup de mal à le croire, parce qu'il vous fait tout un raisonnement logique par déduction. Et personne n'écrit comme ça. On n'écrit pas, surtout de la poésie, comme on résout une équation du second degré. Dans notre intelligence, il y a une part émotionnelle et une part rationnelle. Et justement, le chef-d'œuvre arrive dans cette zone d'interférence de ces deux parties. Et à écouter Edgar Allan Poe, il n'y a qu'une sorte de raisonnement implacable, de logique. Et c'est un peu dur à croire. Et ça fait penser énormément à ces contes fantastiques qui sont le Scarabée d'or par exemple, qui ne sont que des jeux de logique. Mais néanmoins, même si c'est sans doute une reconstruction a posteriori, rétrospective, du processus qu'il a mené au poème final, c'est quand même intéressant parce que ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Et lui, en fait, donc il raisonne vraiment par induction et il commence par la fin. Il se dit quelle impression je veux laisser au lecteur. Et comme il veut écrire un poème, il se dit il faut que je lui laisse comme impression une impression de beauté, la contemplation de la beauté comme exaltation de l'âme. Il a une conception très romantique de la beauté et il estime que la poésie est faite pour la beauté alors que la prose, par exemple, serait davantage faite pour la vérité ou des choses un peu plus rationnelles. Et la seconde étape
consiste à se demander quelle tonalité il veut apporter à cette impression donnée au lecteur. Et pour lui, comme c'est un grand romantique, il se dit il n'y a que la mélancolie qui peut aller comme parure à la beauté. Donc voilà, impression à transmettre la beauté et sa contemplation. La tonalité de cette impression, c'est la mélancolie. Ensuite, il se demande de manière plus technique, quel effet il va utiliser pour transmettre cette beauté et cette mélancolie. Et là, il cherche à faire du neuf avec du vieux, puisque Poe va utiliser le refrain. Mais il se dit, le refrain, en fait, même s'il a été utilisé énormément, il a très peu été amélioré. Il y a très peu eu d'innovation sur le refrain. Et pour lui, le refrain n'a d'intérêt que si, sur une répétition d'une monotonie, puisque c'est le concept du refrain, il arrive à intégrer des variations d'itération en itération qui, au sein de la monotonie, apportent un peu de variété et apportent comme ça un glissement de sens tout au long du poème. Donc, à ce moment de son raisonnement, il a aucun sujet, il a juste, je vais écrire quelque chose sur la beauté, qui donne à contempler la beauté au lecteur. Ça sera mélancolique, il y aura un refrain, mais il n'en sait pas plus à ce niveau-là. Il cherche ensuite à creuser davantage et à préciser la nature du refrain. Et là, il simplifie la vie en disant « le refrain sera constitué d'un seul mot, qui sera répété comme ça de sens en sens. » Et il veut que ce refrain d'un mot unique finisse la strophe pour rajouter de l'effet à la fin. Et donc là, de manière très, très scientifique et logique, il dit quel mot vais-je utiliser? Il me faut comme ça quelque chose, une sonorité forte qui puisse impressionner le lecteur. Donc tout de suite, il imagine la voyelle O qui est longue, sonore, associée à la consonne R qui est vigoureuse, qui est athlétique. Et voilà, tout de suite, il pense à Nevermore. Ça fait le jamais plus dans les traductions de Baudelaire et Mallarmé. Et donc, il a un poème d'une certaine longueur, d'à peu près 100 vers, divisé en strophes. Chacune des strophes est terminée par un refrain qui est Nevermore. Ça doit évoquer la beauté et la mélancolie, mais ça reste encore très vague. Donc il faut trouver un prétexte pour que ce Nevermore soit prononcé à la fin de chacune de ces strophes. Et là, il a mis, de son propre aveu, un peu de temps à trouver le truc, parce que c'est quand même des trucs, là, à l'entendre, on dirait que la littérature, c'est une sorte de mécano qu'on assemble de manière très, très logique, on voit que ça ne passe pas de ce côté-là, donc on essaye par le haut. Là encore, c'est sa part de reconstruction rétrospective de sa démarche, donc prenez-la avec toutes les pincettes qu'il faut. Mais pourquoi il a peiné à trouver le prétexte à cette scansion? C'est qu'il imaginait un contexte d'énonciation par un être rationnel, un être humain. Et à partir du moment où il s'est dit, mais ça pourrait être un être vivant qui n'est pas doué de conscience, comme un perroquet, et là, ça lui a débloqué quelque chose dans sa réflexion. Il m'a dit, c'est bien sûr, sauf qu'un perroquet, c'est pas hyper poético-mélancolico lyrique. Et donc, il s'oriente assez rapidement sur le corbeau, qui est un oiseau de mauvais augure, donc ça colle assez bien avec son propos. C'est bien sûr, un corbeau va répéter Nevermore à la fin de chacune de mes strophes. Mais pour l'instant, il n'en sait pas plus. À partir de ce moment-là, il cherche à préciser d'où vient la mélancolie qu'il veut donner comme tonalité générale à son poème. Et donc il cherche parmi tous les sujets mélancoliques
et pour lui, le plus grand sujet mélancolique, c'est la mort. Et comme il aime bien associer en bon romantique la beauté et la mélancolie, la beauté et la mort, il imagine qu'une jeune et belle femme vient de mourir. Et il imagine que cette mort est racontée et déplorée par l'amant de la défunte. Donc, il arrive avec deux idées qui ne sont pas encore liées pour le moment. L'idée du corbeau qui répète Nevermore et l'idée de l'amant pleurant sa maîtresse. Donc comment combiner ces deux idées parce qu'il faut se rappeler pour rénover la technique du refrain, il veut incorporer à la répétition de Nevermore une variation de sens. Et il imagine que le corbeau se sert du même mot pour répondre à des questions que lui adresse l'amant éploré. Et sauf que la réponse ne varie pas, mais c'est la question variant. C'est cette variation de question qui va apporter la variation de sens à l'intérieur du refrain. Qui a lu le poème déjà? Personne? Je peux vous raconter n'importe quoi. Très bien, ça marche. On fait comme ça. Et là encore, en fait, au lieu de la même manière qu'il a commencé son élaboration très intellectuelle de la construction de son poème par la fin qui est l'impression donnée au lecteur, de la même manière pour essayer de construire cette succession de questions dans un ordre croissant d'intensité dramatique, il va commencer par la dernière, puisque c'est la dernière qui va donner qui va être le pic d'intensité, et les précédentes ne doivent pas la dépasser en intensité. Et là, il se dit comment je vais faire pour réussir cette gradation croissante dans la souffrance, le désespoir, la mélancolie qu'il veut imprimer à son poème. Il se dit que la dernière strophe doit être une sorte d'apostrophe de l'amant au corbeau, lui demandant « Est-ce que je vais retrouver dans l'au-delà ma bien-aimée ?» Et bien sûr, le corbeau lui dit « Nevermore ». Alors que, donc ça c'est le climax. Et alors que en fait, les premières questions sont quasiment des lieux communs. C'est le narrateur est plutôt amusé de cette interruption du corbeau dans sa vie et il lui parle comme s'il n'attendait rien de lui, aucune réponse. Il s'aperçoit que le corbeau répond. Et de là s'installe un dialogue entre l'homme et le corbeau. Et l'homme a une sorte de plaisir masochiste en faisant exprès de lui poser des questions dont il connaît déjà par avance la réponse, puisque le corbeau ne peut dire jamais que Nevermore. Et donc il s'ingénie à lui poser des questions qui, en retour, le blesseront lui, sur son amour pour cette jeune femme décédée, sur tout plein de sujets assez macabres finalement. Et voilà un peu comment il arrive de manière très logique et très artificielle à créer une progression dans l'intensité dramatique du poème. Et il fait de même pour... parce que je ne vous ai pas dit que ça se passait dans la chambre de l'homme. Et pourquoi choisir une chambre plutôt que l'orée d'une forêt, puisque un corbeau, c'est quand même il ne vit pas dans une chambre d'étudiant. Parce que le lieu confiné pour Poe permet d'accroître la portée et l'intensité dramatique de la scène. Ce qui n'est pas forcément vrai, il n'y a qu'à voir la fin d'un film comme Seven qui se passe au grand jour, au milieu du désert, où c'est le pic d'intensité dramatique du film, pour comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un lieu confiné. Et ça, c'est des choix esthétiques qui proviennent soit de préjugés de l'auteur, soit d'un a priori ou d'affinité
avec telle ou telle atmosphère. C'est pas parce qu'il pleut, qu'il y a une tempête dehors que forcément la scène est plus dramatique. Au contraire, on peut être à l'intérieur bien au chaud près du feu, avec les fenêtres bien fermées, et alors que dehors il y a une tempête qui fait rage, on est dans un sentiment de cocon, protecteur, etc. Voilà. Il y a pas, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il n'y a pas pour un effet une cause, et pour une cause un seul effet. Il n'y a pas ce côté très, très linéaire, très mathématique qui voudrait nous faire croire. Et ça dépend beaucoup des affinités des conceptions esthétiques de l'auteur. Et ces paramètres sont à prendre en compte, en fait, parce que votre lecteur ne les a pas forcément. Pour tel lecteur, une nuit humide n'est pas forcément synonyme de mélancolie, de désespoir. Et il faut faire attention à ces a priori d'auteur, parce que c'est exactement ça qui crée le bruit dans la transmission du signal, et qui va diminuer la réception de ce que vous voulez transmettre au lecteur. Il faut partir du principe que le lecteur ne sait rien de ce que vous avez en tête, et il faut lui laisser, faut pas non plus le prendre pour un abruti, il faut lui faire confiance et parier sur son intelligence pour qu'il comprenne ce que vous voulez dire, mais dans votre manière de vous exprimer et d'écrire, il faut laisser les indices et les pistes qui va lui permettre de reconstituer le puzzle et de dessiner la grande image à partir comme ça de points éparpillés sur la page. Je vais passer maintenant à des études de cas un peu plus rapides. J'ai sélectionné un certain nombre de phrases dans des romans, des nouvelles, des poèmes, et j'essaye de voir qu'est-ce qu'ils veulent transmettre comme émotion, comme sensation, comme sentiment, et en quoi c'est réussi. Donc là, j'essaie vraiment de faire du reverse engineering, et j'ai cet avertissement, j'aimerais que vous y fassiez attention, parce que c'est Julien Gracq qui dit qu'en art, il n'y a pas de règles, il n'y a que des exemples, et en fait des exceptions. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas partir de ces exemples en se disant, bon voilà, ça c'est un exemple d'un sentiment mélancolique, donc c'est la seule manière de transmettre de la mélancolie. Il faut prendre ça comme des sources d'inspiration, des pistes pour trouver vous-même votre propre manière de transmettre votre sensibilité, mais à aucun moment je vous encourage à imiter bêtement les productions des autres, parce que justement, étant donné qu'un livre est une réponse ponctuelle à un problème esthétique, émotionnel, intellectuel, la manière dont il est écrit ne peut pas être transposée sur un autre cas. Vous pouvez vous en servir comme révélateur de votre propre sensibilité. Là, je relisais Adolphe de Benjamin Constant, et tout ce qu'il dit sur la timidité du personnage, sur sa solitude, son incapacité à trouver sa place dans la société du Directoire et de l'Empire, je l'adapte tout à fait à ma propre sensibilité sans aucun problème, sauf qu'on est en 2015. Mais c'est pas pour autant que je vais dire, bon, comment je vais pouvoir pomper ce qu'il a écrit sur Adolphe pour l'adapter à potentiellement un projet de roman dans lequel je voudrais transmettre ce type de sensibilité. La lecture doit être plus un révélateur de ce que vous avez en vous qu'une source d'imitation. Parce que moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir sans vraiment savoir ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils veulent exprimer, parce qu'ils en sont qu'au début, donc ils ne sont pas encore découverts. Et dans ce cas-là, je leur dis, mais qu'est-ce que vous lisez? Après, s'ils ne lisent pas, c'est un autre problème. En général, ils lisent. Et je leur dis, allez dans le sens de vos lectures. Si ça fait écho en vous d'une manière ou d'une autre,
essayer de creuser et d'aller plus loin. Mais en chemin, trouvez vos propres ressources pour exprimer ce que vous avez trouvé. Bon, fin de la parenthèse. Je commence par les toutes premières lignes du premier roman de Bret Easton Ellis, qui est un chef-d'œuvre, Moins que zéro. C'est l'histoire d'un étudiant de la côte Est qui retourne chez lui à Los Angeles. Et c'est raconté à la première personne du singulier, et ça commence comme ça. Les gens ont peur de se retrouver sur les autoroutes de Los Angeles. C'est la première chose que j'entends quand je reviens en ville. Blair vient me chercher à l'aéroport de LA et marmonne ça pendant que sa voiture gravit la rampe d'accès. Elle dit « Les gens ont peur de se retrouver sur les autoroutes de Los Angeles ». Bon, à part le aéroport de LA, il n'y a pas besoin de préciser LA, puisqu'il y a déjà 2 fois Los Angeles en 6 lignes. J'aurais bien supprimé LA, mais à part ça, c'est très bien, parce que ça donne le ton de tout le reste du livre. Parce que ce jeune homme qui est le narrateur est d'une indifférence totale par rapport à ce qui l'entoure. Et alors que dans le reste de l'ouvrage, il y aura des histoires de drogue, il y aura des histoires de snuff movies, il y aura toutes sortes de choses qui vont s'accumuler tout autour de lui. Et à aucun moment, il n'aura la réaction escomptée d'un individu normal qui, à un moment, tout individu normalement constitué, soit fuit, soit réagit et essaye d'arranger les choses, mais ce n'est pas du tout le cas. Et dans la construction de ces quelques lignes, on retrouve toute la monotonie, l'indifférence, cette sorte de grande plage de vide qu'il habite, et il le fait très bien par les répétitions de la première et la dernière phrase de l'extrait, et par la manière qu'il a de présenter les choses sans le montrer. Il ne va pas commencer maladroitement en disant ma bonne copine vient me chercher, elle me dit ça, je réagis de telle manière. À aucun moment il y aura de réaction de sa part. Et ça tout au long du livre. Et par la répétition, il montre que ça pourrait être dit 1 fois, 100 fois, 2 fois. Pour lui, c'est exactement c'est du pareil au même. Et à aucun moment, il a un semblant d'avis ou de réaction. Je vous encourage vraiment à le lire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Julio Cortázar est un écrivain argentin qui a écrit énormément de contes fantastiques et qui a ce grand mérite de parler de ses textes en essayant d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il a voulu montrer, comment il y est arrivé, quels sont ses doutes, ses regrets. C'est assez précieux pour quelqu'un qui commence à écrire. Et notamment, il a écrit dans son recueil bestiaire une nouvelle qui s'appelle Maison occupée, qui en gros est l'histoire d'un vieux garçon et de sa sœur qui habitent une grande baraque dans une ville argentine. Et les premiers paragraphes servent à poser le décor. Donc voilà, ce couple quasi incestueux de vieux garçons et de sa sœur qui vivent entre eux, sortent assez peu et ont une vie assez routinière. Et la ligne que je cite là, j'en garderai toujours un souvenir précis car cela se passa très simplement et sans événements annexes, et vraiment le début de l'histoire en tant que perturbation de cette petite vie routinière. Et ce qui est très drôle, c'est que à peine quelques lignes après, le souvenir précis est quasiment inversé, puisque il parle de bruits sourds, imprécis. En gros, l'histoire, c'est que, sans qu'on sache d'où ça vient, il entend des bruits dans des ailes éloignées du cœur de la maison. C'est vraiment une grande baraque. Il entend comme ça, au fond d'un couloir, dans des pièces éloignées, il peut visiter des bruits, sans qu'il sache trop ce que c'est, voilà, bruit sourd, imprécis, chaise renversée ou murmure étouffé. Et
Et alors que personne ne sait de quoi il s'agit et que la réaction spontanée d'un individu rationnel serait d'aller voir ce qui se passe, lui, il ferme la porte du couloir qui mène à cette zone de la maison et condamne en fait de fait tout tunnel de la maison sans que cela paraisse exagéré ou gênant pour sa vie. Et à aucun moment, cette atmosphère de menace sourde qui pèse comme ça de plus en plus sur leur vie n'est précisée. Alors qu'il parle d'un souvenir précis, à chaque fois, la menace est énoncée par un « il » de la troisième personne du pluriel. Et on a l'impression vraiment, au fur et à mesure que la nouvelle évolue, qu'il y a une sorte d'invasion invisible aile par aile, pièce par pièce de la maison. Et on n'entend jamais que ces bruits qui grandissaient sans se préciser derrière nous, qui ne sont pas facilement localisables. On ne sait pas s'ils sont juste à côté au tournant du couloir ou s'ils sont plus loin dans une aile excentrée. On n'en sait rien et à la fin de la nouvelle, on n'en saura jamais rien puisqu'ils sont obligés de sortir de la maison puisque progressivement les îles ont gagné du terrain et finalement occupent toute la maison. Et ça, c'est typiquement le type de littérature qu'on trouve aussi dans le cinéma de Buñuel, très surréaliste, qui vient des cauchemars et des rêves de l'auteur. Il le raconte lui-même très bien. Il a vraiment fait ce cauchemar ou une version approchée de ce cauchemar-là. Et il s'est dit, bah, comment, au sortir du lit, comment en faire de la littérature. Et en 3 heures, c'était bouclé. Et là où il réussit à transmettre comme ça cette angoisse sourde du cauchemar, c'est qu'il ne nomme jamais la menace. C'est comme dans les films d'horreur haïennes, quand c'est réussi, c'est que toute la scène est dans le noir, tout le film est plongé dans le noir. On ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça va venir d'un moment ou un autre, et ça peut venir de partout. Et là, c'est pareil. Et la menace est d'autant plus inquiétante qu'on ne sait pas la nature de cette menace. Et je trouvais ça assez réussi de sa part, en quelques pages, vraiment, c'est une nouvelle assez courte, de réussir ça avec très peu d'éléments romanesques, assez peu d'effets de manche. C'est très simple et très efficace. Un autre type de sensation, là aussi, c'est la menace d'une invasion, mais on change de registre et de genre, puisqu'il s'agit d'un poète, Émile Verhaeren, qui est un poète symboliste belge de la fin du 19e et du début du 20e, et qui a écrit un diptyque, en fait, Les campagnes hallucinées, les villes tentaculaires, qui se font vraiment écho l'un à l'autre, dans lequel il essaye de montrer la progression des villes sur les campagnes, et comment tout un mode de vie est en train de disparaître au tournant du siècle, cannibalisé par ces villes tentaculaires qui donnent le titre au second volume du diptyque. Et notamment dans une strophe du poème d'ouverture des campagnes hallucinées, c'est la ville tentaculaire, la pieuvre ardente et l'ossuaire et la carcasse solennelle. Il arrive à montrer la menace et la dissémination quasi cancéreuse du tissu urbain par différentes techniques. Déjà, il y a le champ lexical, tentaculaire, pieuvre, ossuaire, carcasse. C'est des mots qui ont un rapport avec le côté prolifération, dissémination, et d'un autre côté avec la menace de mort, en fait, que ces villes représentent pour les paysans, les plaines, la campagne. Et en fait, il y a une sorte d'assimilation des campagnes par la ville, de la vie par la mort, et la ville tue la plaine, et ça pourrait être contradictoire puisqu'on décrit la ville tentaculaire comme un ossuaire, une carcasse solennelle, et en fait, il y a une sorte de chevauchement de sens entre
le coupable, qui est la ville tentaculaire, et la victime, qui est la campagne, qui à la fin ressemble à un ossuaire, hein, une carcasse. Et voilà, ce va-et-vient entre les deux qui donne beaucoup de dynamisme à la strophe, sans parler du rythme. C'est la ville tentaculaire, la pieuvre ardente et l'ossuaire et la carcasse solennelle. Il y a une sorte de rythme solennel très bien marqué, une sorte de scansion, un peu comme la monotonie d'un train par lequel va venir la contamination de la ville, qui est très réussie. Et dans l'autre volume du diptyque, Les villes tentaculaires, là aussi, je crois que c'est l'un des tout premiers poèmes, peut-être le premier poème du recueil. Il y a cette strophe qui est vraiment un constat de défaite et de reddition de la campagne devant la suprématie urbaine. La plaine est morne avec ses clos, avec ses granges et ses fermes dont les pignons sont vermoulus. La plaine est morne et lasse et ne se défend plus. La plaine est morne et morte et la ville la mange. Et cette répétition de la plaine est morte, ce rythme très monotone, presque mélancolique, imprime au passage la défaite d'un mode de vie devant un autre, et cette soumission à la ville qui, de fait, mange la plaine. Et ça passe bien sûr par la personnification de la plaine et de la ville. La ville est une sorte de prédateur qui dévore. La plaine est une sorte de proie blessée qui agonise au sol, et la ville l'achève. Voilà, c'est des sensations qui font appel à la fois au rythme des vers et aux images transmises par ces personnifications, par le champ lexical utilisé. Je reviens à Julio Cortázar, qui a écrit une nouvelle sur la vie. C'est une sorte de fictionnalisation de la vie de Charlie Parker, le jazzman. Bien sûr, les noms sont changés, et c'est une extrapolation à partir de sa vie assez mouvementée. Et c'est raconté par un critique de jazz qui est, contrairement à beaucoup de critiques, qui est assez sensible, et qui sent, qui d'une part voit ce génie bestial se démolir dans la drogue, et cette incapacité qu'il a à maîtriser ses émotions autrement que soit par le jazz, soit par la drogue. Parce que voilà, pour Cortázar, Parker, c'était un de ces génies non intellectuels. C'était une sorte de monstre de sensualité, de sensibilité, et qui n'avait pas l'outillage cérébral ou intellectuel pour faire face à toutes ces sensations, à toute sa sensibilité qui était hyper développée. Et on voit bien dans le passage, puisqu'il parle que, alors qu'il décrit le personnage de Johnny, qui est l'incarnation de Charlie Parker dans la nouvelle, il parle de lui comme, mais en toute amitié, comme quelqu'un qui n'est pas un intellectuel, mais c'est pas grave, hein, il n'est pas fait pour ça, c'est tout. Et il parle de phrases tronquées, de soupirs, de rage soudaine, de pleurs. Et on sent vraiment le côté pathétique de l'artiste dépassé par son art, par ce vocabulaire comme ça du pathos, de la pitié, et en même temps une grande admiration, puisque même si ce génie est une sorte de bête de sensibilité, le critique de jazz se situe bien en dessous du jazzman, et avoue par là même les limites de l'intelligence, enfin les limites de cette part rationnelle de l'intelligence qui essaye de tout délimiter au millimètre près, de mettre des catégories, de créer des catégories et
d'enfermer la vie et le monde, les sentiments dedans, de manière très, très classique, très, très 18e siècle. Et là ça prouve bien que ça ne fonctionne pas, en fait. Et un autre poète que j'aime beaucoup, Tristan Corbière, dont Les Amours jaunes est encore une fois un très beau recueil et son chef-d'œuvre. Là c'est plus dans une forme de rhétorique de l'amour farouche qui veut fuir l'objet de son amour. Il dit « Mon amour à moi n'aime pas qu'on l'aime, mendiant, il a peur d'être écouté ». Donc mendiant, il a peur d'être écouté, c'est vraiment une contradiction évidente, puisqu'un mendiant, il veut attirer l'attention pour avoir son obole. Et dans le premier vers, « Mon amour à moi n'aime pas qu'on l'aime », cette répétition de la sonorité du M, d'une part, installe le lecteur dans vraiment dans la tonalité de cet amour un peu maternel, enveloppant, rond, et en même temps, de par l'antithèse que contient le vers, n'aime pas qu'on l'aime, le poète montre bien qu'il a une sensibilité de bête farouche qui veut pas être emprisonné par l'amour. Pour résumer, j'ai balayé un certain nombre d'outils sur lesquels vous pouvez jouer pour transmettre des sensations. Donc j'ai parlé de sonorité, de rythme pour le côté musical de la phrase, d'image pour le côté visuel. Et il y a bien sûr des jeux sur le vocabulaire, l'utilisation d'un champ lexical particulier pour filer une métaphore, par exemple, comme on l'a vu dans les poèmes de Verhaeren, de la ville prédatrice, de la plaine qui est une proie agonisante. La syntaxe peut avoir aussi un rôle à jouer plutôt dans la musicalité des phrases, notamment là, dans le poème À une camarade de Corbière, l'interjection à moi qui coupe le premier vers donne un rythme un peu haletant, voilà, qui montre le tourment, le trouble provoqué par l'amour. Et voilà, je vous remercie.